Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un cas d'école, un des plus grands coups de génie marketing du siècle. On va décortiquer ensemble comment Red Bull a réussi à construire un empire mondial. Et ce qui est fascinant, c'est que cet empire ne repose pas vraiment sur la boisson elle-même, mais sur une idée, sur un univers entier. Oui, et la question de départ, elle est presque provocatrice. Comment est-ce qu'une boisson avec un goût, soyons honnêtes, si particulier, que beaucoup décrivent comme chimique, a pu faire ça? C'est quand même incroyable de se dire que la clé du succès n'est pas dans le produit, mais dans absolument tout ce qu'ils ont construit autour. Voilà comment on va décortiquer ça. On commence par le goût du risque, les débuts audacieux. Ensuite, on plongera dans le moteur financier, l'usine sans mur. C'est la partie un peu secrète. Puis on verra comment ils sont devenus un média à part entière. On analysera leur mainmise sur le sport avec l'écurie des talents. Et à la fin, on mettra tout ça ensemble pour comprendre ce fameux empire immatériel. Allez, on commence par le début, le goût du risque. C'est essentiel de revenir à la naissance de Red Bull parce que dès le départ, leur stratégie va à l'encontre de tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. C'est vraiment la création d'une icône basée sur l'instinct et pas sur des études de marché. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Dietrich Mateschitz n'invente rien en 1982. Il est en voyage d'affaires en Thaïlande, il découvre une boisson locale, le Kratin Dayeng, qui l'aide à gérer son décalage horaire. Son génie, c'est de voir le potentiel. Mais surtout, il va galérer pendant 3 ans pour obtenir les autorisations en Autriche. Et cette attente, au fond, elle a peut-être même servi à construire le mythe. Et là, on a le premier coup de maître. N'importe qui aurait essayé de concurrencer Coca-Cola sur les prix. Lui, il fait l'exact opposé. Il lance sa boisson 3 fois plus chère. C'est un pari énorme, mais ça marche. Ça crée une sorte de barrière de prestige. Ce n'est plus un soda, c'est un produit premium, un outil. Le prix communique la valeur avant même que tu aies ouvert la canette. Exactement. Et ça nous amène au fameux goût. Beaucoup pensent que c'est un défaut, mais en fait, c'était une arme. Si ça avait un goût de jus de fruits, ça aurait été juste un soda de plus. Ce goût si particulier, il envoie un message. Attention, je ne suis pas là pour te désaltérer. Je suis là pour te donner un coup de boost. C'est le goût de l'efficacité, de la fonction. Au début, ils n'ont pas d'argent pour la pub. Du coup, ils doivent être plus malins. C'est la naissance du marketing de guérilla. Les Wings Teams, ces étudiants qui distribuent des canettes, ce sont les premiers ambassadeurs. Et le ciblage est chirurgical. Les boîtes de nuit, les campus en période d'examen, les stations-service. Et puis, il y a cette fameuse anecdote des canettes vides qu'ils laissaient traîner dans les poubelles des endroits branchés. C'est de l'ingénierie sociale pure. On donne l'impression que tout le monde en boit déjà. Ok, donc ils ont créé le désir. Mais comment on finance tout ce cirque? On arrive à la deuxième partie, l'usine sans mur. Et c'est là qu'on va comprendre d'où vient l'argent. La réponse, c'est une machine à cash hyper efficace et presque totalement invisible. Voilà le secret, le modèle Asset Light. En gros, Red Bull ne possède presque rien de physique. Pas d'usine, pas de flotte de camions. Tout est externalisé, confié à un partenaire, l'entreprise Rauch. C'est fondamental de comprendre ça. Red Bull n'est pas une entreprise qui fabrique des boissons, c'est une agence de marketing qui vend une idée et, accessoirement, une boisson. Et alors ce chiffre, il est absolument vertigineux. Il faut bien se rendre compte. Produire une canette de Red Bull, ça coûte à peu près 9 centimes. Quand on sait qu'on l'achète entre 1,50 € et 3 € en club, on imagine la marge qu'ils se font. C'est ce différentiel qui est le réacteur de tout l'empire. Et avec cet argent, que font-ils? Eh bien, ils le réinjectent massivement dans ce qu'ils font de mieux, le marketing. Alors que la moyenne du secteur, c'est 10% du chiffre d'affaires, eux, ils montent à 35%. C'est colossal. Et c'est là que la boucle se boucle. La marge finance le marketing, qui renforce l'image de la marque, qui justifie le prix élevé, qui génère la marge. C'est un cercle vertueux parfait. On passe au troisième acte, devenir le média. Avec un budget pareil, ils auraient pu se contenter de matraquer des pubs à la télé. Mais leur vision était beaucoup plus grande. Ils se sont dit, au lieu de payer pour apparaître dans les médias des autres, pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas notre propre média? Et c'est comme ça qu'est née la Red Bull Media House. C'est une véritable maison de production. Ils créent des films, des documentaires, un magazine. Le truc de génie, c'est qu'il n'y a pas de pub pour des tiers dans leur contenu. Le contenu est la publicité. Et le modèle a tellement bien marché que maintenant, ce sont des plateformes comme Netflix qui achètent le contenu Red Bull. Ils ont complètement inversé la logique. Stratos, c'est l'exemple parfait. Le saut de Felix Baumgartner depuis l'espace. Coût de l'opération, environ 30 millions de dollars. Ça paraît énorme, mais les retombées en termes de couverture médiatique mondiale, ça a été estimé à plus de 500 millions. C'est le meilleur spot publicitaire de tous les temps, sauf que ce n'était pas un spot pub. C'était un exploit humain, un événement historique, brandé Red Bull de A à Z.
On arrive au dernier pilier et peut-être le plus impressionnant, l'écurie des talents. Là, Red Bull va encore plus loin. Le sponsoring classique, coller un logo sur un maillot, c'est trop passif pour eux. Ils ont décidé de posséder les athlètes, les équipes, les championnats. Ils ne voient plus le sport comme un support, mais comme un marché à part entière. Leur système dans le foot est un cas d'école. C'est une pyramide mondiale. Ils ont des clubs de détection, au Brésil, au Ghana, pour repérer les pépites très jeunes et à bas coût. Ils les forment tous au même style de jeu, hyper agressif, le style Red Bull. Et les meilleurs grimpent les échelons jusqu'au club phare, le RB Leipzig, pour être revendus à prix d'or. Ce n'est plus du sport, c'est du trading de talents humains. Et en Formule 1, c'est le summum de cette logique. Pourquoi payer une fortune pour mettre un sticker sur la voiture de Ferrari ou Mercedes quand on peut posséder ses propres écuries? En ayant 2 équipes, ils ont un contrôle total sur les pilotes qu'ils forment eux-mêmes, sur la technologie et même sur les autres sponsors qui doivent payer Red Bull pour être visibles. Ils sont devenus les maîtres du jeu. Bon, on a vu la stratégie de prix, le modèle économique, la création de médias, la mainmise sur le sport. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On arrive à la conclusion, l'empire immatériel. Et on peut enfin répondre à la question de départ, qu'est-ce que Red Bull vend, au fond? Les chiffres, eux, sont bien matériels et ils sont impressionnants. Plus de 5 milliards de canettes vendues dès 2012. Mais il faut comprendre que ce succès commercial, ce n'est pas la finalité, c'est le carburant. Chaque canette vendue, c'est un microfinancement pour le prochain saut stratosphérique, le prochain film de VTT, le prochain champion du monde de F1. La boisson sert à alimenter tout le reste. Et c'est ça la question finale. Quand on achète une canette, est-ce qu'on achète vraiment juste une boisson énergisante? Ou est-ce qu'on achète un billet d'entrée pour ce spectacle permanent? Red Bull ne vend pas un produit. Ils vendent l'adrénaline, le dépassement de soi. Et la canette, au final, c'est juste le produit dérivé de cet univers. C'est pour ça que l'empire est véritablement immatériel.